Cela fait longtemps que les habitants de l'île du Prince-Édouard rêvent d'avoir un lien fixe avec le continent. Au 19e siècle, la traversée se faisait dans des conditions très difficiles, surtout l'hiver, parce qu'il n'y avait pas de traversier capable de briser la glace. Il fallait souvent faire glisser de petites embarcations sur la banquise à bras d'homme. C'était froid, exténuant et dangereux. À cette époque, on a donc entretenu le projet de construire un tunnel sous la mer afin de relier la voie ferrée transcanadienne à l'île du Prince-Édouard. Mais ce projet n'a jamais vu le jour. Même l'instauration, dans les années 20, d'un service de traversier vraiment efficace l'hiver n'a pas mis fin au rêve des insulaires de voir leur île reliée au restant du Canada. Aujourd'hui, ce rêve se réalise, et de façon spectaculaire. Ce grand oiseau de béton, 190 mètres d'envergure, est l'une des poutres du pont de l'île du Prince-Édouard. Son poids, 7400 tonnes. Aujourd'hui, elle entreprend son premier et dernier périple vers sa destination finale, le pilier numéro 16. Pour limiter les perturbations à l'environnement marin, il a été décidé que toutes les parties du pont seraient construites sur terre. Ce pont est donc un immense Lego. Mais pour installer une poutre de pareille dimension sur chacun des piliers, à la manière d'un Lego, cela exige une précision d'horloger. Ce pont se distingue par bien d'autres aspects. Par exemple, sa longueur totale, quelques 13 km, qui relie les rives du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. Mais pour Pierre Morand, ingénieur responsable des travaux terrestres, c'est surtout sa géométrie qui est remarquable. Au niveau purement des dimensions, bon, c'est un pont en béton précontraint, les travées sont de 250 mètres, ce qui est... Il n'y a que 2 ponts au monde qui ont des travées du même ordre de grandeur. Hein. Donc c'est, du point de vue des dimensions, de la géométrie de l'ouvrage, c'est quelque chose de peu ordinaire. Ces longs espacements entre chaque pilier contribuent sûrement, pour une bonne part, à l'élégance du profil du pont de l'île du Prince-Édouard. Cette géométrie remarquable n'a rien de gratuit, au contraire. Elle répond à des exigences techniques précises. Ce pont doit faire face à un ennemi redoutable, des blocs de glace mesurant souvent plusieurs centaines de mètres et qui, tout au long de l'hiver, au gré des marées, vont et viennent sur le détroit de Northumberland. C'est le seul pont au monde qui se trouve donc confronté à des conditions aussi extrêmes dans un détroit soumis aux écoulements de glace. Un des problèmes les plus importants qu'on avait à résoudre pour construire cet ouvrage, c'était de concevoir un pont dont les appuis ne freinent pas l'écoulement de la glace, d'une part, et d'autre part, il faut aussi que les appuis soient capables de résister aux efforts que la glace va apporter à la structure. Puisque la glace, c'est une banquise, donc ce sont des plaques de glace qui flottent, qui sont poussées par le courant et qui donc exercent une pression sur tout ce qui s'oppose à leur écoulement. Et donc, bon, un pont, ça a des piles, et les piles, elles sont dans la mer, et donc elles s'opposent à l'écoulement de la glace. Premier défi technique, mettre au point une pile, un pilier comme on dit chez nous, capable de résister pendant 100 ans aux chocs répétés de ces blocs de glace. Tom Brown, ingénieur spécialiste des glaces, dirige le groupe qui a effectué ces études. L'important pour nous, c'est d'arriver à ce que les blocs de glace viennent se briser contre les piliers. Cela réduit la pression que les glaces exercent et ça facilite aussi leur écoulement. En association avec le Conseil national de la recherche, Tom Brown a effectué en piscine des centaines de tests pour déterminer la forme idéale d'un pilier capable de résister à pareil choc. Pour ça, il faut que le pilier agisse comme de véritables brise-glaces. Voici enfin le comportement attendu. La glace se fracasse contre le pilier, remonte, puis se disperse. Les tests ne laissent aucun doute. La forme la plus efficace, c'est la forme conique. Elle favorise la rupture des glaces. Cette forme conique doit être située au niveau de l'eau, là où les blocs viennent heurter le pilier. Le défi avec les piliers en forme de cône, c'est de trouver la meilleure inclinaison pour réduire le plus possible la poussée des glaces et le coût de construction.
Plus le bouclier est évasé, plus il est gros et plus il coûte cher. Il faut donc trouver le juste équilibre, ce qui correspond à 52 degrés. Et la poussée des glaces et les coûts sont ainsi réduits au minimum. L'hiver dernier, une dizaine de piliers étaient en place dans le détroit. On a donc pu vérifier qu'en situation réelle, le bouclier anti-glace se comporte comme prévu lors des tests et joue le rôle de brise-glace. Non seulement les glaces s'y brisent, elles sont également repoussées, ce qui est essentiel. On construit le pilier sur terre en deux parties comme un Lego. D'abord la base, le pied du pilier. Sa hauteur varie en fonction de la profondeur de l'eau du détroit. C'est la partie supérieure du pilier qui intègre le bouclier anti-glace de forme conique. On assemble ensuite les deux parties, mais une fois dans l'eau. On transporte d'abord la base, puis on vient y emboîter la partie supérieure. Autre problème, comment ancrer les piliers sur le fond du détroit pour éviter qu'ils ne basculent sous la poussée des glaces? Heureusement, la géologie du lit du détroit facilite grandement la tâche. Sous quelques mètres de vase, on trouve un grès rose d'excellente qualité, capable de supporter des charges de plusieurs milliers de tonnes. Pour uniformiser le fond, on a recours à des plaques de béton. Le pilier est simplement déposé sur ces plaques. Son propre poids, 9000 tonnes, et son imposant pied bien évasé de 22 mètres de diamètre assurent sa stabilité. C'est la fondation par gravité. Ce qui frappe quand on regarde le pont de l'île du Prince-Édouard, c'est la distance qui sépare chacun des piliers. 250 mètres, c'est inhabituel. Normalement, les ponts possèdent une longue travée centrale pour laisser passer les bateaux, alors que les autres travées sont toutes très rapprochées. Ici, toutes les travées ont le même grand espacement. 44 piliers suffisent donc pour un pont de 13 km, ce qui paraît peu en définitive. Dès le départ, nous avons été préoccupés par l'effet que le pont pourrait avoir sur la date de départ des glaces du détroit de Northumberland, car le gouvernement fédéral nous a imposé une norme. En aucun cas, le pont ne doit retarder la débâcle de plus de 2 jours par année, et ça sur une période de plus de 100 ans. C'est pourquoi nos ingénieurs ont conçu un pont qui innove avec ses impressionnantes travées longues de 250 mètres. Cette exigence absolue de créer un pont qui ne retarde pas l'écoulement des glaces vise essentiellement une chose, sauvegarder le régime thermique très particulier du détroit de Northumberland. L'eau y est très froide l'hiver, mais l'été, à cause de son peu de profondeur, elle réchauffe vite. Plus vite qu'ailleurs, elle devient donc plus chaude que les eaux environnantes du Golfe, ce qui favorise la croissance de plusieurs espèces marines. En raison du régime thermique, oui, le homard peut avoir une croissance plus rapide dans le détroit, qui peut augmenter sa probabilité de double mue, 2 mues en une seule saison. Donc, le homard grandit en changeant de carapace. À chaque changement de carapace, il va augmenter en longueur d'environ 15 %. Donc, avec 1 mue par année, c'est une augmentation de 15 % en longueur. 2 mues par année, donc on parle de 30 %. Avec 2 mues, tout le cycle du homard de Northumberland est accéléré. Sa croissance est plus rapide, il atteint plus vite sa taille commerciale, même sa maturité sexuelle est devancée. En somme, toute la productivité de l'espèce est améliorée. Or, pour les pêcheurs du détroit, le homard est de loin leur principal gagne-pain. Cette carte nous montre pourquoi. On y aperçoit toutes les zones de pêche de homard des provinces atlantiques. Le petit secteur à proximité du pont représente moins de 1 % du territoire de pêche. Pourtant, il fournit 11 % de toutes les captures de homards canadiens. C'est donc un secteur très productif. Si le pont retenait les glaces, l'eau resterait plus froide et cela se répercuterait sur la physiologie du homard, un risque que l'on n'a pas voulu courir.
Cela nous ramène donc à la structure et à la mise en œuvre de notre ouvrage. D'ici peu, cette poutre de 190 mètres aura terminé son ultime voyage. Elle chapeautera pour toujours le pilier du pont auquel elle est destinée. La règle qui prescrit de construire toutes les pièces sur Terre pour réduire les risques de dégâts au milieu marin impose au capitaine de la Svanen, chargé de les transporter, un défi de taille. Malgré son gigantisme, cette pièce doit être déposée sur son pilier avec une précision de 15 mm. Une manœuvre qui donne des sueurs froides. Imaginons les dégâts si jamais ce monstre de 7400 tonnes venait malencontreusement heurter le pont. Toutes les technologies modernes sont mises à contribution. Mais au bout du compte, les grands artisans de toute cette précision sont les géomètres. Pour le moment, ce qu'on voit sur les écrans ici correspondent aux coordonnées de la pile qui sont rentrées à l'intérieur de l'ordinateur, puisque chaque pile a ses coordonnées propres. On voit sur cet écran la Svanen entourant le pilier numéro 16. Le point à droite montre la position exacte de la poutre que l'on transporte. On peut suivre son déplacement en temps réel jusqu'à sa position finale sur le pilier. Voilà, on est maintenant à 2-3 cm au-dessus de la pile. On fait le contact final. Une fois les pièces principales, piliers et poutres mises en place, il reste à combler les vides pour assurer la continuité du pont. Les poutres de raccordement sont installées. Leur rôle est capital. La travée du pont ne peut être construite d'un seul bloc. C'est grâce aux joints que le pont peut respirer, c'est-à-dire se dilater ou se contracter selon qu'il fait chaud ou froid. Des points d'appui sont insérés entre les pièces de béton pour en faciliter le glissement. Ceux qui, les premiers, ont rêvé d'amarrer l'île du Prince-Édouard au reste du Canada seraient sans doute très heureux de voir les premiers usagers franchir les 13 km qui séparent les deux rives. En principe, ce sera au début de l'été 97. Mais ils seraient sans doute aussi fort étonnés de voir combien le nouveau pont, baptisé Pont de la Confédération, diffère de leur projet initial. Un tunnel pour chemin de fer. Disons que pour arriver à concevoir ce genre d'ouvrage, il faut une coïncidence entre ce que nous permet de faire la technologie et les données d'un projet. Pour arriver à des travées aussi importantes, il fallait aussi que la technologie du béton précontraint soit suffisamment avancée. Il fallait que les moyens de construction et les moyens de manutention dont nous disposons actuellement soient suffisamment avancés. Tout ce faisceau convergent de technologie nous a permis de réaliser l'ouvrage. Il y a 20 ans, un ouvrage comme ça n'était pas réalisable. Ici Radio-Canada.